Merci. Bonjour mesdames et messieurs, chers collègues. Il est évidemment extrêmement difficile de rendre compte en quelques minutes de la richesse de débats qui se sont déroulés sur plusieurs heures et qui ont été ensuite repris par l'ensemble des intervenants. Je vais néanmoins m'essayer à cet exercice en m'excusant pour les raccourcis que je vais être évidemment contraint de faire. Le thème de notre atelier était, comme cela vient d'être rappelé, l'innovation pédagogique en éducation. Et avant d'en arriver aux préconisations, notre atelier s'est interrogé sur un certain nombre d'alertes que nous souhaiterions mettre en débat ou en tout cas proposer à votre réflexion. Première alerte, elle est de l'ordre de l'évidence, mais on ne saurait trop la rappeler. L'innovation n'est pas toujours un progrès, elle peut même être une régression. À ce titre, invoquer l'innovation comme justification ultime d'une activité pédagogique n'est en rien légitime. Deuxième élément, nous avons vu à quel point l'innovation pouvait basculer dans ce qu'un intervenant a appelé le fétichisme. Fétichisme terminologique, on parle d'élèves actifs par exemple, sans préciser qu'est-ce que ça veut dire et de quelle activité il s'agit. Fétichisme méthodologique, on dit qu'il faut pratiquer la coopération, mais sans s'interroger sur les modalités concrètes de cette coopération entre les élèves, ni sur le fait de savoir si cette coopération est au service de la promotion de tous ou de l'émergence des futurs chefs, ou fétichisme technique qui consiste à imaginer qu'on a innové parce qu'on a introduit un tableau blanc interactif. Troisième élément sur lequel nous avons réfléchi, c'est la tension à laquelle nous assistons systématiquement quand il s'agit d'innovation entre la volonté d'être hégémonique et la tentation de se replier sur soi. Volonté d'être hégémonique dès lors qu'on pense que son innovation est légitime et qu'on veut l'imposer partout, et tentation du repli sur soi dès lors qu'on pense que si d'autres l'utilisent ou la mettent en œuvre, ils vont inévitablement la dévoyer. Entre ces deux tentations, il faut évidemment chercher un équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver. Et enfin, le quatrième élément sur lequel nous avons réfléchi, c'est la nécessité, l'impératif, pourrait-on dire, de sortir du modèle expérimentation-généralisation. Ce modèle de l'expérimentation-généralisation se heurte en effet, et cela a été l'objet de plusieurs témoignages, à une sorte de rupture dès lors qu'on passe d'un travail avec des volontaires à caractère militant qui se battent pour une innovation à une généralisation qui s'impose d'une manière technocratique parfois, autoritaire de temps en temps, à des personnes qui n'en veulent pas nécessairement. Sortir de ce paradigme nous apparaît absolument indispensable et pour cela, l'atelier a beaucoup exploré l'émergence d'un nouveau paradigme possible autour de l'innovation qui pourrait se construire autour de la notion de réseau. Il s'agirait d'encourager les professionnels de l'éducation, et je dis bien de l'éducation et pas seulement les professionnels de l'instruction scolaire, j'y reviendrai, à mettre en œuvre des pratiques permettant localement, avec les conditions dans lesquelles ils sont, dans les conditions dans lesquelles ils se trouvent, d'organiser effectivement le droit à l'éducation pour tous. Nous prenons acte de la volonté de l'UNESCO et à quelques jours du 25e anniversaire de la déclaration de la Convention internationale des droits de l'enfant, nous disons, et cela est revenu à plusieurs reprises, que le droit à l'éducation pour tous n'est pas une affaire anecdotique, que cela suppose véritablement un assaut d'inventivité en regardant au plus près les besoins de chacun. Le droit à l'éducation pour tous n'est d'ailleurs pas à confondre avec l'égalité des chances, qui est souvent l'égalité des malchances, et qui accepte l'idée que dès lors qu'on promeut quelques malchanceux, on s'est acquitté de sa tâche. Le droit à l'éducation pour tous est bien une exigence fondatrice qui impose que l'on cherche inlassablement des moyens pour le mettre en œuvre. Alors pour cela, les participants ont insisté sur la nécessité d'accompagner les acteurs éducatifs pour qu'ils inventent et régulent des pratiques qui soient tout à la fois des pratiques transmissives et émancipatrices, pour qu'ils travaillent en équipe localement et puis qu'au-delà, ils travaillent systématiquement en réseau. Le réseau pouvant être une sorte de système en interaction qui permet à des acteurs progressivement, non pas de s'imiter les uns les autres, ni de généraliser abusivement des expériences locales, mais de se stimuler
et de stimuler l'évolution du système tout entier. Alors à partir de là, nous avons identifié quelques préconisations d'abord au pouvoir politique, au gouvernement. Nous souhaitons, et cela a été dit à plusieurs reprises dans l'atelier, que les politiques soient plus explicites qu'ils ne le sont dans leur vision des objectifs et des finalités de l'éducation. Beaucoup de participants ont noté que dans ce domaine-là, la langue de bois et les lieux communs tenaient souvent la place de véritables discours politiques susceptibles d'inspirer les enseignants. Et si on est bien conscient que les enseignants ont besoin d'être mieux reconnus, d'être mieux rémunérés, nous pensons aussi qu'ils ont besoin d'être nourris dans ce qui les mobilise sur leurs tâches et sur leur travail, et que les pouvoirs publics ont à cet égard un véritable devoir de ne pas s'en tenir à une vision technocratique des choses. De la même manière, nous souhaitons que les pouvoirs publics précisent ce qu'ils entendent par innovation, sollicitent et suscitent des inventaires des pratiques et des pratiques réussies. Plusieurs ont insisté dans l'atelier sur le fait qu'il ne fallait pas systématiquement partir des problèmes, mais qu'on pouvait souvent partir des réussites et que c'était plus mobilisateur, que les pouvoirs publics pouvaient également stimuler et favoriser le travail en réseau en mettant à disposition des acteurs les outils pour cela. Et puis on a insisté sur la question de l'évaluation. Plusieurs ont en effet souligné, et à juste titre, qu'il y avait un paradoxe, c'est que, alors que ceux qui n'innovaient pas étaient en quelque sorte tenus à l'écart de toute évaluation, le moindre innovateur était, lui, dans l'obligation d'évaluer immédiatement et avant même d'avoir mis en œuvre son innovation, les résultats pour prouver qu'il était meilleur que les pratiques ordinaires. Tout se passe comme si les pratiques ordinaires pouvaient donc se poursuivre sans être évaluées, mais que la moindre innovation nécessite une évaluation et s'interrompt dès que celle-ci suscite un problème ou une question. Nous souhaitons donc que l'évaluation, quand elle s'opère à l'égard des innovateurs, se fasse d'une manière solidaire et critique à la fois, empathique à l'égard de la démarche qu'ils engagent et en même temps sans complaisance, bien sûr, au regard des résultats qu'ils atteignent. Deuxième série de recommandations, elle s'adresse aux organismes de formation dans leur ensemble, l'ensemble de ceux qui forment aujourd'hui des professionnels de l'éducation, pour les inviter à former systématiquement les professionnels, non pas simplement au travail solitaire et au face-à-face pédagogique, mais au travail en équipe et au travail en réseau. Il nous semble que c'est absolument essentiel. Beaucoup ont souligné que malheureusement, le travail en équipe était trop souvent centré sur des problématiques exclusivement organisationnelles et très rarement sur des problématiques pédagogiques. On parle beaucoup d'organisation, on parle peu de ce qui se passe réellement avec les élèves et les apprenants. Nous avons évoqué le rôle évidemment essentiel des chefs d'établissement et de l'encadrement, en particulier celui des corps d'inspection dans les pays où ils existent, pour qu'ils encouragent comme amis critiques au sens où les Français utilisent cette expression, les innovateurs. Et enfin, nous souhaitons que partout où c'est possible, la question de la formation des formateurs fasse l'objet d'un travail spécifique et qu'on ne s'en remette pas dans ce domaine à la simple bonne volonté institutionnelle. Troisième série de recommandations, je vais très vite, elle s'adresse aux responsables d'établissement pour qu'ils soient attentifs à prendre en charge à la fois les problèmes qui émergent là où ils exercent, mais aussi l'ensemble des ressources de tout le tissu social qui participe de la vie de l'établissement. En particulier, et cela a fait l'objet de plusieurs interventions, il nous paraît important de ne pas innover rien qu'entre professeurs, mais d'associer autant que faire se peut pour qu'au moins elles en comprennent les enjeux, les familles d'une part, et les autres acteurs sociaux qui interviennent dans le champ de l'aide à la scolarité par exemple, dans le champ associatif, dans le champ culturel d'autre part, qui peuvent participer à cette réflexion sur l'innovation. Tout ce qui relève de l'éducation non formelle et informelle doit, nous semble-t-il, s'inscrire progressivement dans une dynamique avec les innovations spécifiquement scolaires. Et en fait, quatrième série de recommandations, très rapidement, elle s'adresse aux enseignants eux-mêmes et
à leurs organisations représentatives, évidemment, pour les inviter à, et je reprends une expression employée par l'un des participants, à déprivatiser les pratiques pédagogiques. Déprivatiser les pratiques pédagogiques, c'est-à-dire les faire sortir de la sphère exclusivement privée, de l'intimité, du face-à-face, pour les socialiser, les rendre objets de débat, objets de discussion, objets d'échange. Déprivatiser les pratiques pédagogiques. Ce n'est pas atteindre à la dignité de l'enseignant, bien au contraire, que de lui demander de rendre public et de travailler à ces pratiques pédagogiques avec d'autres. Sortir, éclairer la boîte noire de la classe et du face-à-face pédagogique, cela nous paraît absolument essentiel. Et enfin, je conclurai par une recommandation à nous-mêmes. Nous avons tous, depuis l'exposé introductif de notre collègue jusqu'à l'ensemble des ateliers, évoqué la notion de qualité de l'enseignement. Nous sommes tous très attentifs à cette qualité de l'enseignement et nous voudrions dire qu'il ne suffit probablement pas de l'invoquer, il faut sans doute tenter de la définir. Plusieurs ont souligné qu'il fallait probablement réinterroger les indicateurs de cette qualité et ne pas se soumettre aveuglément aux tests internationaux de l'OCDE, par exemple, pour remettre les indicateurs d'évaluation de la qualité de l'enseignement dans le débat démocratique. La qualité de l'enseignement ne peut pas être évaluée par les experts, les citoyens doivent y être associés. Merci.